Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Aujourd'hui nous allons commencer l'émission avec un événement important qui a eu lieu la semaine dernière et que je n'ai malheureusement pas pu traiter dans le JT précédent. Il s'agit bien sûr de l'arrestation des deux personnes a priori responsables du piratage de la plateforme d'échange Bitfinex en 2016. Mais tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire, alors on va revenir un peu en arrière. Nous sommes en été 2016, il fait beau, personne ne connaît le mot coronavirus et la crypto-monnaie est encore balbutiante. Les CryptoPunks n'existent pas, Ethereum a été lancé à peine un an avant, la TVL y est quasiment nulle et nous n'avons pas encore assisté à la naissance de tous ses concurrents actuels comme Avalanche, Phantom ou Solana dont les livres blancs n'ont même pas encore été écrits. Quant au Bitcoin, son cours évolue entre 500 et 750 $ l'unité. À cette époque, le top des plateformes d'échange comprenait des noms comme Huobi, Poloniex ou Kraken mais aussi Bitfinex. Pas de MTGOX dans la liste puisque la plateforme avait été clôturée 2 ans auparavant en février 2014. Depuis cette époque-là, les vétérans de la crypto le savaient, il vaut mieux conserver ses actifs sur un portefeuille personnel plutôt que sur une plateforme d'échange. Mais apparemment, la leçon n'était pas si bien passée que ça, et elle n'est d'ailleurs toujours pas bien passée aujourd'hui en fait. Bref, en 2016, les utilisateurs de Bitfinex avaient fait confiance à la plateforme pour conserver à peu près 200 millions de dollars au total, que ce soit en Bitcoin, en Ether ou en dollars. Et pas de chance pour eux, il y a environ 120 000 bitcoins, soit à peu près 70 millions de dollars à l'époque, qui ont été volés. Bitfinex avait perdu en un seul coup 36,06% des actifs de ses clients et il n'avait pas de quoi les rembourser immédiatement. C'est alors que ce qui est probablement la chasse aux pirates la plus longue de l'histoire de la crypto a commencé, et en 2022 elle a visiblement pris fin puisque nous avons appris il y a quelques jours que 2 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire alors que la valeur des bitcoins volés est aujourd'hui de presque 4 milliards de dollars, bien loin des 70 millions qu'ils valaient en 2016. Voilà le premier des pirates. Ilya Lichtenstein, de nationalité russe et américaine, 34 ans, il a travaillé pendant quelques années dans la sécurité informatique et la blockchain, et il se décrit sur Twitter comme investisseur providentiel, développeur Web3, entrepreneur en série. Apparemment, il trouve aussi normal de critiquer les milliardaires qui shitpostent sur Twitter alors qu'il a lui-même 3,6 milliards de dollars dans les mains et qu'il a le même passe-temps. En tout cas, c'est toujours moins embarrassant que sa complice et épouse, Heather Morgan, 31 ans, une gourde qui s'exhibe sur tous les réseaux sociaux et dont les productions musicales font passer Amandine du 38 pour le sosie d'Eminem. Quand c'est présenté comme ça, difficile de se dire que ces deux guignols sont responsables d'un des plus gros piratages de l'histoire de la crypto. Et pourtant, c'est visiblement bien eux. On pourrait penser qu'ils ont simplement acheté les clés privées à un hypothétique véritable pirate et qu'ils ne sont que les derniers détenteurs de ces bitcoins volés, mais si c'était le cas, les autorités américaines n'auraient pas retrouvé la clé privée du tout premier portefeuille où les bitcoins avaient été envoyés après le piratage. S'ils avaient simplement acheté les bitcoins volés, il y aurait une transaction intermédiaire et ils n'auraient pas détenu les clés privées de ce premier portefeuille pirate. Et puis, il faut savoir également que Heather Morgan, malgré le ridicule qu'elle transpire, reste quelqu'un qui avait des connaissances dans le milieu de la crypto et d'après les rumeurs, elle aurait également connu des gens chez Bitfinex à l'époque. Il est donc possible que le couple ait pu voler ses bitcoins en partie grâce à ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire l'exploitation de failles non pas informatiques mais humaines dans l'organisation de la plateforme d'échange. Mentir aux gens, se faire passer pour un technicien qui va aller dans la salle des serveurs et copier toutes les informations nécessaires au piratage, ça facilite beaucoup la tâche quand on veut voler des crypto-monnaies par exemple. Bien sûr, on ne sait toujours pas comment ils y sont pris exactement, ce que je viens de dire ce n'est qu'un scénario hypothétique, mais s'il faut retenir une chose, c'est que Heather Morgan n'est pas si inutile qu'elle en a l'air dans un cas comme celui-là. Une fois les failles humaines exploitées, le travail de son compagnon pirate informatique n'en aurait été que plus facile. Maintenant, la question qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est comment ont-ils été repérés et démasqués ? Eh bien, pour faire simple, malgré leur talent de pirate, le couple n'était pas doué ni pour blanchir l'argent, ni pour stocker ses données de manière sécurisée, ni plus généralement pour faire des décisions intelligentes dans leur vie quotidienne, et avec tout ça en même temps, ils ont fini par se faire avoir. La première chose donc c'était le blanchiment de l'argent sale. Ils ont ouvert plein de comptes sur différentes plateformes d'échange avec des mails bidons, puis ils déposaient de l'argent dessus, souvent des sommes importantes comme 100 000 $ d'un coup. Mais dans quasiment tous les cas, la plateforme demandait des documents d'identité parce que les montants étaient importants. Alors ils abandonnaient le compte, ils laissaient la plateforme verrouiller les fonds, puis ils passaient à une autre. Tels des hamsters perdus dans un labyrinthe, ils se retrouvaient constamment dans des impasses. Malgré cela, ils ont apparemment quand même réussi à trouver une combine pour faire sortir quelques millions en se faisant passer pour des sociétés bidons, mais ça n'a pas duré longtemps non plus, et les plateformes d'échange ont vite senti l'embrouille. Encore et toujours des impasses. Et puis ils ont commencé à commettre des erreurs qui les menaient directement vers eux. En 2020, Heather Morgan a accidentellement utilisé un email russe lié à un de ses faux comptes pour acheter des cartes cadeaux envoyées chez eux, une boulette parmi tant d'autres. Le couple a également beaucoup voyagé et à chaque fois ils ont fait l'erreur de revenir vivre à New York à quelques kilomètres des locaux du FBI plutôt que d'utiliser leur poignée de millions blanchis pour s'enfuir dans un paradis fiscal quelconque et disparaître.
Au fil du temps, avec des erreurs comme celle-là qui se sont succédées, ainsi que des événements comme la saisie par les autorités des serveurs d'Alphabet, une plateforme d'échange criminelle que les pirates avaient utilisée, ils ont fini par attirer l'attention des autorités et la justice américaine a ordonné une perquisition des comptes email et de stockage en ligne du couple. En ouvrant le compte de stockage en ligne d'Ilya Lichtenstein, les autorités américaines sont tombées sur un fichier chiffré, mais elles sont parvenues à l'ouvrir, probablement en trouvant simplement le mot de passe qui ne devait pas être assez fort. Et à l'intérieur, elles ont trouvé l'intégralité des comptes, des adresses et des clés privées de tous les portefeuilles impliqués dans le piratage, des preuves largement suffisantes pour prouver la culpabilité des jeunes mariés. Les deux pirates vont donc certainement partir en prison, même si ce ne sera pas avec le titre officiel de pirates, puisqu'ils ont seulement été poursuivis par la justice pour blanchiment d'argent. Le piratage de la plateforme est trop difficile à prouver et le blanchiment est largement suffisant pour les enfermer pendant une vingtaine d'années, d'où cette décision. Les deux malfaiteurs enfin emprisonnés. Voilà ce qui semble être la conclusion toute prête de cette affaire, même si ce procès des 4 milliards volés vient tout juste de commencer. A priori, il sera difficile pour eux de s'en sortir. Et maintenant que nous en avons fini avec cette affaire, on va passer à des actualités plus récentes en commençant par le sauvetage de la plateforme Coinbase par un White Hat, un pirate à chapeau blanc qui aide les gens au lieu de leur voler de l'argent. C'est donc tout l'opposé de l'histoire de Bitfinex. Dans le cas présent, nous avons appris que le 11 février, une faille énorme avait été découverte par cet utilisateur Twitter. Elle permettait en gros à n'importe qui de manipuler le carnet d'ordre de Coinbase et de changer les prix pour déclencher des ventes à des prix dérisoires comme 1 centime par bitcoin, ce qui aurait pu permettre de voler des centaines de millions, si ce n'est des milliards de dollars étant donné les volumes de transactions sur cette plateforme. Heureusement, grâce au dénommé Tree of Alpha, personne n'a pu exploiter cette faille avant qu'elle soit corrigée. Ensuite, il me faut vous faire part d'un avertissement de sécurité. Si vous suivez notre chaîne, vous avez certainement déjà essayé la DeFi et vous avez déjà fait usage de portefeuilles comme MetaMask qui sont installés comme extension sur votre navigateur internet. Et récemment, il se trouve que nous avons pu constater l'apparition de nouveaux virus informatiques destinés à siphonner les fonds stockés sur ce genre de portefeuille. Comme les clés privées ne sont pas toujours très bien protégées, le virus peut les copier et les envoyer à un pirate qui s'en servira pour voler tout votre argent. A priori, les navigateurs basés sur Chromium, donc Chrome, Edge et Brave, seraient particulièrement ciblés. Firefox, par exemple, qui n'est pas construit sur la même base, serait en théorie moins vulnérable. Mais que ce soit avec Chrome ou Firefox, il reste tout à fait possible d'éviter ce genre de choses. Déjà, en n'allant jamais télécharger de fichiers louches sur internet. La première défense contre les virus, c'est bien évidemment de ne pas les inviter chez vous. Mais vous pouvez quand même malgré tout vous retrouver un jour avec un virus sur votre ordinateur, donc il faut garder à l'esprit qu'il y a un moyen imparable de protéger sa clé privée, c'est de passer par un portefeuille matériel. Avec un ledger que vous pouvez d'ailleurs brancher à MetaMask, la clé privée de votre portefeuille n'est jamais présente sur votre ordinateur et les transactions doivent toutes être manuellement validées avec le ledger. Donc si vous préférez jouer la carte de la sécurité, pensez à vous munir d'un portefeuille matériel. Ce genre d'attaque ne va devenir que plus populaire avec le temps, puisque la quantité d'argent en jeu et la popularité de la crypto vont certainement augmenter. Dans un tout autre registre, nous avons appris cette semaine que Binance est devenu le deuxième plus gros actionnaire de Forbes avec un investissement de 200 millions de dollars. À ce sujet, je ne souhaite faire qu'une chose, c'est de rappeler ce qui s'est passé quand Jeff Bezos a acheté le Washington Post. Cette semaine, Forbes n'est pas la seule grosse société à se retrouver liée à la crypto-monnaie. Nous avons aussi eu des événements intéressants chez McDonald's et Uber. McDonald's d'abord a déposé des demandes de marque déposées pour des restaurants virtuels entre autres choses. Il y a quelque temps c'était Walmart qui y passait, maintenant un deuxième géant américain se lance dans le métavers. La société n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant, mais on aura certainement plus d'informations prochainement. Quant à Uber, son PDG a déclaré dans une interview avec Bloomberg que la célèbre application proposerait un jour le paiement en crypto, même si ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Il a notamment critiqué les coûts de transaction et l'aspect environnemental. Il nous faudra donc certainement attendre encore quelques années avant de voir la crypto débarquer sur Uber, même si ça reste une bonne nouvelle. L'heure de finir ce JT arrive et je vais donc vous faire part pour finir en beauté d'un nouveau cafouillage de Coinbase. Cette fois, rien d'aussi dramatique que la faille informatique dont j'ai parlé tout à l'heure, heureusement. Comme vous le savez peut-être, les Américains ont récemment organisé le Super Bowl, le plus célèbre championnat de football américain qu'on devrait plutôt appeler rugby en armure vu que leur ballon est ovale et qu'ils ne touchent pas avec les pieds. Mais bon. Le Super Bowl, c'est surtout l'occasion pour les grandes marques de diffuser des pubs qui marquent les esprits américains, et cette année, le monde de la crypto s'est lâché. Toutes les grosses plateformes d'échange ont payé des millions de dollars pour obtenir le privilège de diffuser une publicité. Certaines sont amusantes et je vous laisserai aller les voir sur YouTube si vous le souhaitez, mais celle qui a le plus marqué les esprits, c'est celle de Coinbase. Contrairement aux autres qui se sont embêtés à écrire des pubs avec des scénarios, à filmer des acteurs connus, etc., Coinbase a juste réutilisé le fond d'écran des lecteurs DVD bas de gamme de 2004 en remplaçant le logo DVD par un QR code qui amenait ceux qui le scannaient sur le site de Coinbase. Et cette fois-ci, le minimalisme a payé.
Le site a battu tous les records de fréquentation avec 20 millions de visiteurs à la première minute. Ce qui a malheureusement, mais de manière tout à fait prévisible, fait planter le site. Les utilisateurs se sont donc retrouvés face à un site injoignable, ce qui aura au moins eu le mérite de leur donner un avant-goût de la qualité des services fournis par Coinbase pendant une période de forte activité sur les marchés. Edward Snowden, quant à lui, aura publié le message suivant sur Twitter. Coinbase, qui a dépensé 16 millions de dollars sur une pub Super Bowl pour diriger les gens vers leur site et qui a dépensé 0 $ pour s'assurer que le site ne plante pas après le début de la pub, c'est tellement typique d'internet. Heureusement pour vous, avec les dernières mises à jour de notre site, ça ne risque pas de nous arriver, donc je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur journalducoin.com ou sur notre chaîne YouTube.